17h. Bonjour, ici Malou Beauvoir sur Alter Radio. Alter Radio, l'idée frais. La plateforme Alter Press Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Alter Press depuis 2001, pionnière de l'information en ligne. Alter Radio depuis 2015, pionnière de l'information web radio en ligne. Alterpress.org, alterradio.org. Sur les ondes 106.1 FM à Port-au-Prince. La plateforme Alter Press Alter Radio pour l'émergence d'une population bien informée. Bien informée. La plateforme Alter Press Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Segment spécial. Segment spécial. Bonjour, bienvenue à ce nouveau mardi de l'IRIS avec Christophe Ventura, directeur de recherche, grand spécialiste du Amérique latine. Salut Christophe. Bonjour. Trump est reparti, il réinvente la doctrine Monroe, il repart à la conquête d'Amérique. Le canal de Panama, c'est à moi. Le Mexique, j'en fais ce que je veux. Est-ce que c'est le retour de la doctrine Monroe ? En partie, oui. C'est vrai que c'est... En tout cas, la Monroe, c'est la stratégie du bâton que Trump est en train d'agiter. Mais il faudra attendre un petit peu pour voir, à mon avis, exactement la transaction, enfin la traduction concrète en fait de tout ça. En deux mots, ce que fait, à mon avis, Donald Trump en Amérique latine, c'est dans son cercle d'influence premier, en particulier le Mexique, l'Amérique centrale et les pays caribéens, plus que l'Amérique du Sud, qui est plutôt plus indépendante aujourd'hui des États-Unis qu'avant. En tout cas, dans ce cercle-là, Trump, en gros, applique sa ligne qui est l'Amérique d'abord. Donc, en fait, ce qu'il fait, c'est que soit par consentement ou en tordant le bras de tous les pays de la région, il va extorquer des concessions de ces pays-là sur les dossiers qu'il considère, lui, disons, prioritaire par rapport à ses engagements dans la campagne et en particulier auprès de son électorat. Donc, dans le cas latino-américain, on parle des questions migratoires, on parle des questions liées au narcotrafic, on parle aussi des questions commerciales et liées à cela, disons, la tentative de repousser la présence chinoise dans la région. Donc, sur tous ces dossiers-là, Trump soit obtient le consentement, soit tord le bras, disons, des pays de la région. C'est ça qu'il est en train de mettre en place, mais je disais qu'il va falloir attendre parce qu'on voit bien, par exemple, comme on vient de le voir dans le cas mexicain, avec l'annonce de la hausse des tarifs, des droits de douane de 25%, puis finalement d'un moratoire, d'une pause d'un mois pour négocier avec le gouvernement de Mexico, on voit bien que souvent ce que fait Trump, c'est qu'il frappe très fort, il met un gros coup de marteau sur un clou, il montre sa capacité à être humiliant, à diriger, etc. Mais derrière, souvent, ce qui se passe, c'est qu'il y a une négociation pour des choses qui sont moins, disons, directement brutales que annoncées. Je crois que ce que veut Trump pour l'Amérique latine, c'est aussi montrer que, même si c'est pas la région la plus importante pour lui, c'est de montrer que c'est une précondition pour montrer à tout le monde qu'il a un vrai leadership. C'est le laboratoire pour le reste du monde, alors. Je pense que c'est effectivement le laboratoire, disons, territorialement le plus proche pour que, c'était un peu la logique de la doctrine Monroe à l'époque d'ailleurs, pour que là, disons, s'expérimente une politique qui peut mêler de la brutalité, de l'ingérence, qui peut aussi avoir une dimension de coopération financière, enfin tout ça en même temps. Et c'est effectivement, il montre en Amérique latine, au reste du monde, qu'il exerce et qu'il prend des décisions et qu'il a un vrai pouvoir, parfois qui paraît illimité, que dès qu'il fait quelque chose, tout le monde tremble. En fait, rien que ça, pour Trump, c'est beaucoup, parce que dans sa communication, ça le positionne comme, disons, un leader très fort dans son monde, qu'on compte d'autres, des leaders forts comme Poutine, comme Xi Jinping, etc. Et pourtant, il a reculé, puisqu'il avait annoncé des droits de 25% sur les produits qui viennent du Mexique.
et il a reporté d'1 mois. Et on voit quand même qu'il y a un début d'opposition. Le Canada lui résiste et le Mexique n'a pas cédé sur tout. Oui, d'une part, les pays qui sont attaqués vont se défendre comme ils peuvent parce que chaque pays est attaché à sa dignité, à sa souveraineté et c'est bien normal. Donc les pays vont résister. Et dans le cas de Donald Trump, c'est vrai que sûrement, et c'est même certain, autour de Trump, il y a aussi d'autres groupes de pouvoir. Il y a les industriels américains. Il y a beaucoup de gens qui disent au président américain, attention, parce que quand vous menez ces politiques-là, en fait, vous nous causez des dommages à nous aussi. D'ailleurs, il l'a reconnu, Trump. Il a dit, c'est vrai qu'il faut se préparer avec les décisions que je prends à ce que les gens souffrent. Et il n'est pas complètement fou, parce qu'il ne faut pas que son électorat populaire en particulier se retrouve du jour au lendemain à acheter son café beaucoup plus cher, à boire sa tequila, sa bière mexicaine. Je rappelle à celles et ceux qui nous écoutent que la première bière consommée aux États-Unis, c'est la bière mexicaine. Donc tout ça avec plus 25%, c'est des produits de consommation, des produits de base. 43%, je crois, des pièces automobiles qu'achètent les États-Unis dans le monde, c'est au Mexique. Tout ça, ça se répercute sur les prix de la consommation aux États-Unis. Donc tout le monde est en train de dire aussi à Trump, attention, parce que ça peut être utile comme un effet d'annonce et comme une menace pour négocier des choses de manière un petit peu plus modérée. Oui, peut-être, mais si vraiment vous appliquez ce que vous dites, attention, parce que les dégâts, ils seront aussi chez nous. Alors, le Canada, le Panama, il va en reprendre le contrôle. Qu'est-ce qu'il fait? Il va quand même pas envoyer l'armée reprendre le contrôle du canal de Panama. Alors, il faut savoir, si on s'intéresse au texte, que le fameux traité de 1977 entre le Panama et les États-Unis à l'époque dirigés par Carter, dit que les États-Unis peuvent utiliser tous les moyens nécessaires. C'est l'expression qu'a repris Marco Rubio, le secrétaire d'État, pour argumenter auprès du président panéen. Il a repris cette expression. Ce traité dit en gros, on vous redonne la gestion et l'autonomie et la souveraineté du canal, mais les États-Unis conservent un droit de sécuriser le canal et d'intervenir, y compris avec son armée, si la neutralité du canal est remise en cause. En gros, c'est ça l'esprit du traité. Donc, aujourd'hui, Washington et Marco Rubio et Trump s'appuient là-dessus pour dire la neutralité du canal de Panama est remise en cause par la présence trop importante de la Chine, qui a beaucoup trop investi, qui a un traitement de faveur pour ses bateaux, alors que ça devrait être nous qui devrions avoir un traitement de faveur, etc. Traitement de faveur, c'est faux, non? Il n'y a pas de traitement de faveur. Alors, il n'y a pas de traitement de faveur dans le sens où les bateaux américains passent comme ils veulent. Les Panaméens disent qu'il n'y a pas de tarif préférentiel pour les Chinois, mais les Américains, eux, voudraient un tarif préférentiel pour eux. Et donc, du coup, c'est ça le fond de l'affaire. Et ils ont obtenu gain de cause, puisque le gouvernement panaméen a annoncé qu'il ne renouvellera pas leur adhésion aux nouvelles routes de la soie avec la Chine, qui est le cadre général, disons, dans lequel la coopération sino-panaméenne pour le canal s'inscrit. Donc, du coup, pour les Américains, c'est une première victoire. Est-ce que le Brésil peut constituer l'axe de la résistance par rapport aux États-Unis? Alors, je ne pense pas que le Brésil pourra constituer un axe de la résistance parce que le Brésil n'est pas en position aujourd'hui d'exercer son leadership sur la région pour plusieurs raisons. D'abord parce que Lula a moins de marge de manœuvre et de pouvoir en fait qu'il en avait au début des années 2000 au Brésil, du fait que la droite et les bolsonaristes sont très menaçants tous les jours dans la vie politique brésilienne, et il n'a pas de majorité au Congrès, Lula, qui lui permet de faire ce qu'il veut, et par ailleurs, l'Amérique latine est beaucoup plus divisée, fracturée qu'elle ne l'était dans les années 2000, si on prend ce point de comparaison, parce qu'aujourd'hui, il y a aussi en Amérique latine et du Sud, je pense à l'Argentine de Milei, qui est le pays le plus connu actuellement, mais on pourrait ajouter l'Équateur de Daniel Noboa, qui va se représenter à la présidentielle en février, le Paraguay pour l'Amérique du Sud, un peu le Pérou aussi, sont des pays qui, clairement, eux, font le choix de l'alignement total sur Donald Trump et souhaitent être les alliés de Trump. Et donc, Lula se retrouve finalement dans une Amérique latine qui est éclatée, qui est fracturée, et dans laquelle il ne peut pas exercer un leadership, très important. Et le Mexique, qui serait l'autre pays, en fait, avec lequel le Brésil pourrait penser quelque chose de régional pour répondre à Trump, le Mexique, pour des raisons qui sont nationales, qui sont liées à son niveau d'intégration si fort au marché nord-américain, cherche une voie mexicaine à la relation avec Trump, prioritairement à une voie latino-américaine, parce que la seule voie latino-américaine possible, c'est pas de s'aligner à Trump, mais c'est aussi de pas s'aligner complètement sur la Chine. Ce serait de trouver une forme de positionnement de non-alignement, que certains appellent actif en Amérique latine, qui justement consisterait à être pas aligné sur l'un ou sur l'autre. Et aujourd'hui, ça, on n'en voit pas les conditions.
Mais est-ce que le but de Trump, c'est de faire reculer la Chine ? La Chine est quand même déjà le premier partenaire commercial de tous les pays de la région, sauf le Mexique. C'est ça. La Chine, et c'est un des grands événements géopolitiques de ce premier quart du XXIe siècle. En 10 ans, la Chine est passée d'un partenaire tout à fait périphérique des latino-américains à son premier partenaire commercial. Si on enlève le Mexique, comme tu le dis, c'est toute l'Amérique latine qui aujourd'hui a la Chine comme premier partenaire économique et commercial. À commencer par le Brésil, qui lui, aujourd'hui, face à Trump, pour finir ce que je voulais dire, fait le choix de la Chine dans ses coopérations de manière de plus en plus claire par rapport à Washington. Donc les États-Unis qui considèrent la Chine pas seulement comme un rival commercial, bien sûr un rival commercial, mais comme un rival systémique, comme un rival géopolitique qui combine à la fois l'économique et le stratégique du point de vue américain. Aujourd'hui, comme ils considèrent la Chine comme une menace pour la sécurité intérieure américaine, la présence commerciale, la présence dans les infrastructures, la présence financière, la présence dans l'accompagnement, l'installation des technologies pour les latino-américains, l'intelligence artificielle, l'Internet, etc., est une question sécuritaire. C'est ça qu'il faut avoir en tête quand on pense à ce que ça veut dire quand les Américains disent qu'ils veulent refluer la Chine. C'est parce que la Chine est une menace sécuritaire. Donc aujourd'hui, pour les États-Unis, la bataille du commerce contre la Chine, le fait d'imposer des tarifs douaniers à la Chine, mais aussi aux pays qui commerceraient avec elle ou qui la laisseraient s'implanter sur leur territoire, en imposant aux produits chinois et aux pays qui accueilleraient les infrastructures chinoises, leurs usines, etc. Tout ça, ça rentre dans une conception qui est en fait une préparation à un conflit en fait avec la Chine sur le plan sécuritaire et je l'espère pas un jour peut-être militaire. On n'en est pas encore là, mais en tout cas on est dans cette graduation-là, dans cette escalade-là. Et donc l'Amérique latine, quand Marco Rubio ou Trump disent qu'ils veulent que les latino-américains mettent une distance avec la Chine, derrière ça veut dire tout ça. Dernière question, Marco Rubio veut-il la tête du régime, renverser le régime cubain ? Oui, Marco Rubio veut renverser le régime cubain. C'est d'ailleurs là-dessus qu'il a fait une grande partie de sa carrière politique, si je puis dire. Marco Rubio est cubano-américain, d'une part. Il a été sénateur de la Floride depuis 2010. C'est l'homme qui fait la doctrine des républicains sur Cuba depuis une quinzaine d'années. C'est un faucon néoconservateur, c'est l'aile néoconservatrice de Donald Trump, Rubio, c'est l'aile dans son système politique. Et donc, oui, Marco Rubio veut le changement de régime à Cuba, il veut probablement le changement de régime au Venezuela et au Nicaragua aussi. Il est animé d'une haine anticommuniste, que lui appelle communiste, c'est tout ce qui est progressiste, tout ce qui renvoie à la gauche, tout ce qui renvoie à l'État, etc. Pour lui, c'est un peu tout ça, anticommuniste, que ça veut dire. Donc, il a des propos très durs, Marco Rubio, depuis toujours, pas seulement contre Cuba ou le Venezuela, mais il y a eu des propos très durs contre López Obrador, l'ancien président mexicain, contre Lula, etc., qu'il accuse de tous les maux. Donc oui, on a affaire à quelqu'un qui est un dur par rapport à tout ça et qui veut le changement de régime à Cuba. La question, c'est de savoir s'il obtiendra en fait tout cela de la part de Donald Trump. C'est trop tôt pour le dire. Trump fait toujours ce qu'il veut et Trump fait en fonction de ce que lui, en dernier ressort, pense être bon pour son plan. Je prends juste un exemple sur la question. Si Rubio est très très sur l'idée d'en finir avec, par exemple, Caracas, Monsieur Trump a envoyé à Caracas ces derniers jours son émissaire personnel pour négocier avec Maduro, disons, le retour des migrants vénézuéliens. Bon, ça rentre dans la politique générale de Trump, mais Trump a laissé en place la possibilité pour l'entreprise Chevron, la multinationale pétrolière Chevron, de continuer à exploiter le pétrole au Venezuela, se faisant ramenant du pétrole aux États-Unis et se faisant permettant au gouvernement de Nicolás Maduro d'avoir un peu d'air financier puisqu'il touche des royalties sur le pétrole exploité par Chevron, ce qui est un paradoxe qu'on connaît les tensions entre Caracas et Washington. On ne connaît pas encore les contreparties de la discussion pour les Vénézuéliens, mais on le saura un peu plus tard. Donc on voit bien que Trump, la ligne c'est quand même celle de Rubio aujourd'hui, mais Trump s'aménage les espaces qu'il considère être nécessaires pour ce qu'il décide, lui. Merci, affaire à suivre. Donc, merci Christophe pour cette explication. Segment spécial. Jean-François Corti, qui est chercheur associé à l'IRIS, directeur de recherche, mais surtout directeur de Médecins du Monde. Et on va donc parler aujourd'hui de la mise à mort de l'USAID, qui est l'équivalent de l'Agence internationale de développement pour les États-Unis, qui est vraiment un coup de tonnerre dans le monde humanitaire. Oui, merci Pascal pour ton invitation. Alors, je suis président de Médecins du Monde, je le précise, mais bon, c'est un détail. Oui, on est en train de vivre une séquence assez étonnante dans le champ de l'action humanitaire, puisque
le secrétaire d'État, M. Rubio, sous pression évidemment de son président Donald Trump, a annoncé un gel brutal de l'aide américaine, que ce soit pour le département fédéral, que ce soit pour l'USAID, dans cette agence qui est l'agence des États-Unis pour le développement international. Il faut considérer que donc, pendant 3 mois, il est demandé à tous les bénéficiaires de ces financements, que ce soit des ONG, que ce soit des agences des Nations Unies, que ce soit différents plans, notamment je pense aux acteurs qui travaillent sur le sida, de stopper leurs activités. Et il faut considérer que ça va avoir des conséquences dramatiques en termes de vie humaine sur les populations concernées et aussi sur les acteurs qui sont récipiendaires et qui vont être en difficulté pour mener leur programme. Et simplement, ça s'intègre. D'abord, ça concerne environ le financement de l'aide américaine, c'est environ 60-70 milliards de dollars, ce qui correspond à près de 40% de l'aide du financement de l'aide mondiale. Voilà. Alors, il faut intégrer cette décision brutale à des décisions qui sont moins brutales mais dramatiques aussi, qui sont notamment l'annonce fin 2024 de la baisse de 30 à 40% des financements européens de l'aide publique au développement, l'APD. Et puis d'ailleurs, la France, la semaine dernière, lors du vote de son budget, a voté la coupe de près de 37% de l'aide publique au développement, ce qui correspond à 2,1 milliards d'euros, sachant qu'il y avait déjà eu une coupe de 800 millions d'euros l'année dernière. Donc on est dans une baisse globale massive, brutale pour les Américains, progressive pour les Européens de l'aide. Et simplement, dans le top 20 des plus gros bailleurs de l'aide internationale, correspond à 97% du financement de l'aide totale, c'est la majorité des États occidentaux. Alors, il y a effectivement 2 types d'aide au logement. Il y a l'aide à l'infrastructure, construire des choses, mais il y a aussi l'aide d'urgence, qui donc, lorsque c'est interrompu brutalement, comme pour l'USAID, en fait, il y a des vies qui sont concrètement en danger. Il y a des programmes sanitaires qui vont être arrêtés, pas seulement des programmes de construction de ponts ou de ports. Absolument, ça concerne différents secteurs, que ce soit la santé, l'éducation, tout ce qui relève de l'accès à l'eau, à l'hygiène, à la lutte contre les grandes endémies, VIH, entre autres tuberculose, hépatite. Voilà, donc c'est un impact direct, sachant que M. Rubio a fait quelques ajustements depuis son annonce fracassante en disant qu'il y aurait des exemptions, notamment pour des programmes dits de life-saving, mais c'est très difficile. Moi, en tant que médecin, j'ai du mal à considérer ce qui relève du life-saving ou pas, ça reste très flou. Pour l'instant, les extensions, c'est plutôt l'aide militaire à l'Égypte, à Israël, qui sont... Ça, c'est préservé. Oui. La plupart des programmes qui ne sont pas exempts ont reçu des orders to stop work, hein, c'est vraiment des courriers très clairs. Certains programmes qui dépendent aussi de ça, ils n'ont pour l'instant pas reçu ces ordres, mais de manière générale, ce qu'on sait, c'est que cette décision, elle doit permettre, on va dire, au département d'efficacité gouvernementale, le fameux DOGE de Musk, de pouvoir faire le point sur tous les programmes financés pendant 3 mois et savoir s'ils rentrent dans la ligne idéologique du programme présidentiel et si, au fond, il répond aux intérêts américains. Mais simplement, on sait que cela va passer par le déni du respect des droits fondamentaux, notamment des minorités, la remise en question du droit des femmes en matière d'avortement et autres. Et il y a beaucoup d'associations, de programmes aussi, je pense au PEPFAR, qui est un programme qui lutte contre le sida, la prévention... Oui, en préparant cette émission, tu disais que la lutte contre le sida est mise en cause, il y a un nombre de victimes important qui peut arriver. En fait, il y a ces acteurs-là qui dépendent en grande majorité, il y a beaucoup d'ONG qui dépendent des fonds institutionnels, donc des États, n'ont pas la trésorerie pour assumer, via des fonds propres, cet ordre d'arrêter de travailler. C'est-à-dire que pendant 3 mois, ils reçoivent plus d'argent. Donc, il y a beaucoup d'acteurs qui ont commencé à faire du licenciement économique, il y a des bureaux qui ont fermé. La plupart des acteurs du USAID, on leur a demandé de rentrer avec la famille depuis les terrains d'intervention dans le mois qui vient, quoi. Donc, on en est à ce point-là. Le site n'est plus accessible à l'USAID. Et donc, en fait, oui, on sait que ça va être des centaines de milliers, voire de millions de morts du fait de ces décisions, des centaines de milliers, voire millions de patients qui vont plus être traités contre le sida, mais aussi des millions de femmes qui ne vont plus bénéficier de programmes de prévention, de suivi de grossesse, de pouvoir bénéficier d'avortement. Et donc, ça va être
des grossesses à risque, et on sait que probablement des milliers de décès maternels liés à des grossesses difficiles. Donc on est vraiment sur un contexte où les Américains, mais aussi les Européens remettent en question certes la solidarité, les mécanismes de gestion de crise. On sait que la CPI aussi est attaquée. On sait que les Américains et les Argentins ont annoncé qu'ils sortaient de l'OMS. Donc il y a une forme de défiance vis-à-vis d'un multilatéralisme, y compris sanitaire. Il y a une attaque en règle, en fait, contre l'ordre international mis en place par les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. Oui, on remet en question les mécanismes de prévention des crises de masse, on remet en question les organisations, y compris les Nations Unies, qui sont financées par ces fonds, et certaines vont être en difficulté, et puis toute l'émergence... Pour des raisons idéologiques. Oui, la plupart, c'est pour des raisons idéologiques. Il y a une raison financière, gagner de l'argent, mais on voit qu'il y a un projet idéologique. Oui, ce qui se joue derrière, c'est l'affirmation d'une idéologie suprémaciste d'extrême droite trumpienne, et on sait que la baisse annoncée de 30 à 40% des financements européens de l'aide, qu'elle se fera de manière plus progressive, elle est liée aussi à la présence et à la montée des partis d'extrême droite, avec l'idée que les financements vont être plutôt réorientés vers des programmes de lutte contre l'immigration et des programmes en lien avec les enjeux dits de sécurité notamment. Et donc en fait, les ONG, elles ne sont plus aujourd'hui considérés comme des relais potentiels de soft power des États qui financent, parce que ces ONG ne vont pas dans le sens de l'idéologie radicale. Il fut un temps, les ONG apparaissaient comme effectivement contribuant à une bonne image du monde occidental dans ce qu'on n'avait pas encore à l'époque le Sud global. Et donc là maintenant, les ONG sont vues comme les ennemis de l'intérieur pour certains responsables politiques. Pour la plupart des ONG représentent des émanations de société civile, démocratiques, elles représentent la diversité des points de vue. Les ONG représentent souvent sont des acteurs de terrain, mais aussi font du plaidoyer, donc poussent pour faire respecter les droits, les cadres internationaux qui ont été signés, les différents droits humains qui sont remis en question régulièrement. Et donc, ces organisations, les ONG, elles sont l'émanation de sociétés civiles démocratiques qui ne sont pas bien vues par les régimes illibéraux, qui ont plutôt une tendance... Régimes illibéraux, c'est ça. Oui. Dont le projet, Orban, Meloni, Trump, c'est une forme d'illibéralisme avec un resserrement de l'espace démocratique. Donc, s'attaquer en règle à ce secteur, c'est remettre en question effectivement les ONG, c'est remettre en question les mécanismes de gestion de crise, la solidarité, et puis c'est aussi pouvoir restreindre un petit peu l'espace démocratique. Pourquoi je dis ça aussi ? Parce que beaucoup d'ONG, il faut s'intéresser à leur modèle économique. Il y a beaucoup qui sont financés par des fonds propres, générosité publique, collecte, et celles-là, elles vont s'en sortir. Il y en a beaucoup qui sont financés par à la fois des fonds propres et des fonds institutionnels, c'est-à-dire des États. Et puis il y en a beaucoup qui ont fondé leur modèle économique sur une dépendance totale aux fonds étatiques. Et celles-là, elles vont crever aujourd'hui et demain. Il y a certaines qui ont déjà commencé, suite aux annonces de Trump, à faire des licenciements économiques, à fermer des programmes parce qu'ils n'ont pas la trésorerie pour pouvoir financer pendant 3 mois les activités qui sont mises en stand-by. Donc voilà, on en est là. Et de mon point de vue, c'est évidemment une attaque en règle sur une certaine manière de penser la gestion de crise, mais c'est aussi une attaque en règle dans nos propres démocraties. Alors, l'USAID avait été créé en 61 par Kennedy pour lutter contre l'influence soviétique dans ce qu'on appelait à l'époque le tiers-monde. Et maintenant, on parle du Sud global. Ce qui est quand même un peu curieux, c'est que l'objectif majeur de Trump, c'est de lutter contre l'influence chinoise. Mais est-ce qu'en se retirant de l'OMS, en supprimant l'USAID, ne laisse-t-il pas un champ d'action très fort à son rival principal, la Chine ? On voit qu'il y a une tension entre la nécessité d'affirmer un point de vue idéologique radical, ce projet suprémaciste, on remet en question le droit des femmes, des minorités et autres, et puis la perte de bénéfices que cela va entraîner dans le champ des relations internationales, avec une perte d'influence effectivement sur les pays bénéficiaires qui vont se retourner vers la Chine, la Russie, et puis aussi un impact très fort sur l'économie américaine, en tout cas beaucoup d'administrateurs, de salariés, d'ONG américaines, mais aussi des acteurs de l'USAID. La plupart, on leur a demandé de rentrer en un mois des pays où ils bossent, vont se retrouver au chômage, donc ça veut dire aussi un impact social très fort dans sa propre société. Merci Jean-François Corti, donc président de l'État du Monde, pour ce tour d'horizon de la remise en cause, non seulement de l'ordre social issu du jardin, mais aussi de toute l'action humanitaire mondiale.
nous jouait li, c'est Andrea. Du monde petit qui bien connaît, mais saluer, bon sourire, à toutes les choisis notre chemin, li pas voyer roche, cache chemin. André sourit très à l'aise, s'ouvre l'aile, Marie-Thérèse. C'est bel plaisir pour André. Il va fumer, il vient poudrer. Il pral prend la rue, c'est pas jouette. La pleine école, la paille paillette. L'on est grandi, chant comme un homme.